C'est donc déjà le 38e numéro des Technos qu'on vous propose cette semaine. On va parler de plein de choses et on va éviter les sujets qui fâchent comme Apple par exemple. Ça, on a déjà fait début de semaine. Et pour parler nouvelles technologies, comme on le fait chaque semaine dans ces différents épisodes, on retrouve d'un côté Sébastien. Hello. Bonjour Sébastien. Ici, nous avons David. Salut. Bonjour David. Et puis ici, nous avons Xavier en studio pour parler nouvelles technologies et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est dans quelques instants. Avant ça, vous le savez, on aborde ensemble le courrier des lecteurs. Un courrier nourri, faut-il le préciser, puisqu'il y a eu un numéro précédent, le numéro 37, qui a été fort commenté. Puis une keynote Apple également, vous l'avez sans doute vu, pour laquelle nous avons débriefé ensemble début de semaine. Et différents courriers concernent justement ce débriefing. Alors, je vais laisser Sébastien répondre au premier, puisqu'il s'agit d'un Sébastien qui est connu d'ailleurs de notre ami Xavier, Sébastien Arbogast. Ouais, tout à fait, c'était mon coach à Nestup. Voilà, c'était ton coach lorsque tu faisais Nestup. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Que dit-il en substance, Sébastien, notre Sébastien? Alors, il dit en substance plein de choses intéressantes, parce que c'est vrai que ses commentaires sont toujours assez recherchés. Et donc, il dit effectivement, il nous apporte une information qu'on n'avait pas, parce qu'aucun de nous n'était malheureusement des fans d'horlogerie, c'est sur le nom complication. Oui. On avait effectivement critiqué, enfin charrié un petit peu au passage pourquoi la complication sur la montre. Et pourquoi pas widget d'Apple, et pourquoi pas widget. Et apparemment, selon notre cher auditeur, la complication, c'est comme ça qu'on appelle un petit cadran supplémentaire en horlogerie. Voilà. Donc voilà, c'est normal, donc c'est logique. Voilà, et c'est très bien de nous l'avoir fait savoir, parce que c'est une information qu'on ne possédait pas, comme tu l'as dit, et Oui. on dort moins con maintenant. Voilà, c'est ça, on s'endormira un peu moins con Voilà. ce soir. C'est toujours ça de prix. Par contre, effectivement, après, nous avons un désaccord, comme ça peut arriver sur l'API, parce qu'il nous trouvait trop dur sur les produits d'Apple en disant les API sont pas finis. Donc pour nous, on considérait que c'était pas le bon moment de sortir le produit. Et lui, il défend que voilà, c'était comme ça à la sortie du premier iPhone, hein, grosso modo, et que même si c'était limité, ça s'est bien passé. Il y avait déjà pas mal de possibilités. Oui, en substance, c'est effectivement peut-être ça à l'époque de l'iPhone 1, mais à l'iPhone 1, il n'y avait que quelques centaines d'applications. Plus, oui, c'est très honnêtement, au moment de l'iPhone 1, on ne savait même pas qu'il y aurait un SDK. Finalement, oui, c'était un marché, le smartphone était encore un petit peu juste pour quelques branchés. On s'est moqué d'ailleurs de Symbian, mais sinon il y avait du Windows Mobile qui avait déjà quand même pas mal de choses sympathiques, et du BlackBerry, et donc au niveau SDK il y avait des choses chez les autres. Ici je trouve que voilà, vis-à-vis alors je sais plus, c'était 7 ou 8 millions de développeurs actifs sur iOS et de 1 million d'applications, si je ne me trompe, ou un truc comme ça, avec 1 milliard de téléchargements. Bon, on ne peut pas se permettre de sortir un nouveau produit qui est censé être dans la ligne de ceux-là et qui ne dispose pas d'un SDK correct. On est d'accord. Pour moi, c'était pour ça que je trouvais que c'était un peu trop limité. Il y a cet aspect-là, et puis ce qu'on avait dit également, et c'est peut-être ça qui a un petit peu énervé tout le monde, c'est que c'était cet enthousiasme, ces applaudissements à tout va à chaque annonce, qui était vraiment, pour le coup, dans l'excès, dans le sens où, oui, il y avait peut-être de quoi, peut-être un peu applaudir par politesse, mais pas commencer à faire une standing ovation chaque fois qu'on disait un mot ou un autre. Et d'ailleurs, pour clôturer sur ce sujet, si on regarde la presse américaine qui a suivi la même conférence un peu ennuyante, les réactions étaient plus ou moins similaires aux nôtres. On s'est fait chier. C'est un peu ça, donc c'était un peu emmerdant. N'ayons pas peur des mots. Appelons un chat un chat. Autre réaction, et cette fois-ci, ça va s'adresser à David, parce que finalement, chacun son équivalent externe, on va dire. Parce qu'on a un autre David qui nous a écrit en privé pour nous signaler que, en gros, on était des... je sais pas ce qu'on était, mais en tout cas, qu'on n'était pas gentils. Et qu'il avait plein de griefs à nous adresser, mais sans rentrer, par contre, dans le détail et sans aucun argument. David.
Enfin voilà, il émettait une opinion en disant qu'il nous écoutait, donc ça je suis déjà content, voilà, qu'ils prennent le temps de nous écouter, mais qu'il commençait à être fatigué de notre critique systématique du système Apple. En substance, enfin moi j'ai pas l'impression de critiquer Apple puisque ça reste ma marque de cœur. Maintenant c'est pas parce que Apple est une marque que j'apprécie que je vais quand même pas regarder de un ce qui se passe dans les autres écosystèmes, et de deux que quand je les trouve pas super innovants, je vais continuer à dire ok, Apple c'est génial. J'ai fait des choix différents, Marc, enfin voilà, j'ai aucun problème à le montrer. Si j'enregistre, c'est sur un Apple, donc voilà. Ok David, si tu trouves qu'on n'est pas assez Apple fan, ben voilà, nous on a choisi de s'appeler les technos et pas les Apple fans, parce que non plus podcast Android, une ouverture d'esprit sur tout ce qui se passe. Et pas non plus podcast, comment il dit, Android Forever. Voilà, comme il le dit, Android Forever, on met Android qui fait quand même quelques pourcents de part de marché au niveau mondial et au niveau belge. Oui, en avant, mais pas plus que Apple. On a même choisi entre guillemets dans notre ligne éditoriale de mettre A comme Apple toutes les semaines, sauf quand il n'y a vraiment rien à dire. Donc voilà, je suis pas tout à fait d'accord. Maintenant, je suis content que tu aies pris le temps de nous écrire pour nous donner ton opinion. On y sera attentif. Et une précision, enfin un avis éclairé de côté de... D'ailleurs, en rejoignant l'équipe, moi j'avais plutôt l'impression de rejoindre une équipe d'Apple fanboy, donc je pensais être le vilain canard on en a un à propos d'Android et des PC. Donc, on pourrait vous sortir Benoît, mais il n'est pas là malheureusement cette semaine. Il sera là la semaine prochaine, qui lui est il n'aime pas qu'on le dise, mais il n'utilise que des produits Apple la plupart du temps. Professionnellement, il utilise aussi des produits Microsoft, mais il apprécie particulièrement les outils proposés par Apple. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas des anti-Apple, on n'est pas des pros ceci ou des anti-cela. On essaie de vous donner une information la plus large possible, et on n'entrera pas dans ce jeu des anti et des pros ceci ou anti-cela. Par contre, comptez sur nous pour être toujours critique vis-à-vis de tout produit, quel qu'il soit, et c'est comme ça aussi qu'on force certaines marques à faire progresser leurs produits. C'est en étant critique et pas en disant amen à tout ce qu'ils proposent, comme c'est trop souvent à mon avis le cas en ce qui concerne les produits Apple. Voilà, je pense qu'on a... Oui, Sébastien peut-être. Une mini remarque. Alors on est déjà bien largement passé le 1er avril. Benoît, on t'a reconnu. Oui, c'est ça. Ce serait drôle. Effectivement. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour du courrier parce que justement, il y a eu une autre critique par rapport à notre numéro 37 dans lequel, David, tu nous parlais de ce nouveau système permettant à Google de nous afficher en temps réel les horaires de bus, de train, de tram sur Google Maps. Alors, il paraît que tu as été un peu léger, enfin que nous avons été, je ne me soustrais pas à cela, un peu léger par rapport aux nafteurs qui subissent malheureusement quotidiennement les transports en commun et en particulier ceux de la SNCB, David. Voilà, donc c'est Raphaël qui nous a écrit effectivement en disant qu'il a failli exploser. Bon, j'espère que tout va bien, qu'il est resté entier. Mais voilà, c'est simplement, effectivement, le but c'était pas de dire que la SNCB fait bien ou pas bien son travail, c'est absolument pas notre rôle et chacun a droit à son avis et je pense que la majorité des Belges partagent le même. Mais voilà, c'était de dire que quand on a une information, quel que soit le cadre, c'est toujours plus sympa que quand on n'a pas l'information. Ça, c'était l'idée que je voulais défendre. Et donc, je trouvais que effectivement, ce que Google proposait était plutôt un avantage, une meilleure solution. Maintenant, effectivement, tout comme toi, Raphaël, j'encourage la SNCB à respecter ses horaires. Et puis, Raphaël a continué à écouter le podcast et il a eu un deuxième coup de gueule sur Netflix. Bon, j'ai pris un peu cher, moi, la semaine passée, parce que j'avais dit que je trouvais pas anormal que Netflix fasse de l'autopromotion. Et Raphaël n'est pas d'accord avec moi. Il dit si je paye, c'est pour ne pas avoir de publicité. Effectivement, Netflix fait un test. Aujourd'hui, ça concerne 3 pelés et 2 tondus. Donc, pas d'inquiétude, c'est pas pour tout de suite. Et puis, vous avez votre liberté. Je veux dire, si Netflix ne vous convient pas, il y a plein d'autres alternatives qui existent. Raphaël reprécise qu'il préfère choisir des systèmes qui sont légaux plutôt que illégaux. Félicitations. Mais je pense qu'il y a des alternatives. Si Netflix prend cette position de dire qu'on mettra de la publicité, libre à chacun. Il faut savoir que c'est pas des contrats qui sont contraignants. Donc, Netflix, vous payez tous les mois, vous arrêtez de payer, c'est fini, vous n'avez plus accès. Vous n'êtes pas lié pendant 6 mois
mois, 5 mois, 3 mois, il n'y a pas de lettre d'huissier qui arrive à la maison. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est juste un test. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les nouvelles technologies. Et donc, voilà, ils doivent aussi trouver des moyens de se financer pour proposer des abonnements à 29 € par mois avec la qualité des productions qu'ils font en série, les films qu'ils diffusent. Oui, ils doivent parfois chercher aussi d'autres moyens de se financer. La publicité en est un qui existe sur la télévision depuis, je ne vais peut-être pas dire le premier jour de la télévision, mais le deuxième, quoi. Ouais, même le troisième. Mais depuis longtemps, en tout cas. Effectivement, ceci étant dit, c'est vrai que quand on n'a pas envie de quelque chose, et c'est ce que je disais là tantôt au sujet des produits Apple, c'est exactement le même principe. Gueulez, quoi. Dites-le si vous n'êtes pas d'accord. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses, et vous avez raison d'avoir votre opinion, de la partager avec nous, si tant est que ce soit argumenté, ce qui était le cas ici, justement. Pas toujours le cas. Des fois, on fait l'impasse aussi sur les commentaires parce qu'il n'y a pas du tout d'arguments. Quand il y a des arguments, on en parle. En tout cas, on essaye d'en parler. Donc voilà, continuez. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages en privé, en public. Il n'y a aucun souci. Ce sera avec plaisir qu'on en débattra ici. On va clôturer le sujet parce que j'en ai un à côté de moi, Sébastien, qui n'arrête pas de faire des gestes, mais qui dit oui, non, je ne veux pas. Je reviens. Oui, j'hésitais sur la publicité, mais après, bon, ça m'a bien fait marrer de vous écouter la semaine dernière parce que je ne faisais pas partie pour une fois. Exact. Et donc vous étiez tous plus ou moins dans le podcast contre David qui était bon, la publicité je peux comprendre, ça me fait pas moi, et moi je veux dire qu'honnêtement j'étais avec David, j'avais envie de crier, et donc c'est ça que voir le message de l'auditeur ça m'a fait marrer, sauf que j'étais pas d'accord avec l'auditeur, j'étais prêt à crier comme David. Je dis mais ils font ce qu'ils veulent, d'abord c'est leur plateplateforme, si ça vous plaît pas vous pouvez partir, et de deux ça fait à peu près quand même une dizaine d'années que je paye pour la télévision en Belgique, et j'ai de la publicité sur ma télévision. Donc, et il y a plein d'autres systèmes où on paye et on se prend quand même de la publicité. Après, voilà. C'est un point de vue. Ça, c'est un point de vue. Mais en tout cas, c'est quelques commentaires. Je trouve que cette semaine, on a bien rigolé. Oui, c'était une bonne semaine. La saison se termine, elle se termine bien. Et on n'a pas fini. Le mois de juin n'est pas terminé. On va vous proposer encore des news qui vont peut-être vous énerver ou pas. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Et on démarre tout de suite avec la lettre A, j'imagine. Oui, comme Apple. Tiens, voilà. Et c'est Sébastien qui va prendre la parole. Voilà. Ça y est, je prépare la boîte mail. Et pour dire un truc, attention, si vous utilisez Apple Mail, il y a une faille. Ah, zut. Zut, on est méchant. Non, mais sérieusement, c'est important. C'est une faille qui a été découverte par Yann Soucek. Salut Yann. Salut Yann. Et donc il y a un petit bug qui est un problématique sur cette application, dans le sens où sur les emails que vous recevez, il y a un tag HTML qui n'est pas escapé, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer un mail avec une partie en HTML et ça va s'exécuter dans l'application. D'accord. Et donc ça vous permet effectivement d'aller faire une injection, d'aller exécuter des trucs. Ouais. Et donc il y a une démo qui passe pour ceux qui nous regardent, qui montre qu'en fait le monsieur a simplement reçu un mail, on a un pop-up qui est arrivé et qui ressemble à une fenêtre de login iCloud. D'accord. On lui demande son login et son mot de passe et en fait au lieu d'envoyer ça sur le iCloud d'Apple, et voilà, le vrai, ça envoie simplement l'information vers un site web et le mot de passe a été récupéré. D'accord. Donc cette faille pourrait être probablement utilisée, elle le sera très certainement, donc faites attention à ce que vous faites. Alors, la faille concerne tout ce qui est Windows, iOS 8.1.2 et supérieur. D'accord. Elle n'est pas encore corrigée. Et donc, si quand vous ouvrez un mail, vous voyez un pop-up qui vous demande quoi que ce soit, voilà. Faites attention, c'est peut-être pas de bonne raison. En tout cas, si ça vient à ce moment-là, c'est que c'est suspect, quoi. C'est suspect, oui. Une forme d'hameçonnage liée donc à l'application, et donc ce sera corrigé, on l'espère, dans les meilleurs délais, puisque c'est une très bonne firme qui publie cette application. Seb, je te laisse la parole, je provoque. Je te laisse la parole pour parler de Samsung, c'est pas gentil, Samsung qui se moque d'Apple. J'espère qu'ils vont recevoir du courrier. Bon, ils se moquent, et avec, honnêtement, il faut le dire, de la mauvaise publicité. En plus, j'ai regardé les vidéos parce que ça fait un peu le tour de la toile. Ils ont déjà fait des bonnes pubs par le passé avec des gens qui faisaient si vous vous souvenez, d'attente. Merde.
des files d'attente pour acheter le nouvel iPhone, et des gens qui passaient avec leur nouveau Galaxy, machin, tout bazar. Donc il y a certaines pubs qui par le passé ont été très réussies dans l'humour Samsung versus Apple. Cette fois-ci, je veux dire que le niveau est assez bas. Ils font plutôt de la pub comparative en disant juste bon bah voilà, nous quand on a notre téléphone, on a un petit truc qui s'affiche quand il est retourné, l'iPhone bah il vibre. Voilà, c'est des petites blagues comme ça, c'est potage, c'est vraiment pas très relevé. Voilà, pas grand chose à en dire, sauf que voilà, quand on fait ce genre de choses, j'estime qu'on doit faire au moins quelque chose de soit de drôle, soit de vraiment quelque chose d'important. Oui, et comme je le disais, d'argumenter. Parce que là, franchement, il n'y a pas d'argument. C'est juste idiot. C'est juste de la comparaison, mais qui est... Voilà, c'est trop bas en dessous de la ceinture. Oui, c'est un peu de la comparaison. Enfin, c'est de la comparaison forcée, quoi. On essaye de comparer des choses qui ne sont pas comparables ou avec de mauvais arguments. Donc, ou alors ils pourraient vraiment le comparer, mais oui, ils pourraient, mais ils l'ont pas fait. C'est ça le problème. C'est que la pub comparative, moi, je suis plutôt pour, mais il faut qu'elle soit bien faite, quoi, et intelligente. Sinon, c'est un coup dans l'eau, et du coup, on a envie de défendre Apple, ce qui n'est pas normal venant de ta part. Enfin, soit. Bien sûr que si, tu sais, je voudrais rassurer nos chers auditeurs, j'ai un iPad. J'ai un iPad. Même plusieurs centaines en fait. Oui, j'en ai installé, jailbreaké, vous ne pouvez même pas imaginer plus que vous allez en jailbreaker dans toute votre vie. Plusieurs centaines. Et j'ai même un iPad mini. En plus. Bref, on passe à la lettre A, B, C, D, E. E comme espace. On prend de la distance et de la hauteur avec Xavier pour parler d'espace. Effectivement, on va parler du CEO de Tesla, donc Elon Musk, qu'on ne présente plus. On en a parlé récemment avec le projet Powerwall, donc cette batterie pour les maisons. Ouais. Elon Musk Petite parenthèse, Mercedes s'y met aussi apparemment aux batteries domestiques. Mais on en reparlera une prochaine fois. Ok. Je ferme la parenthèse. Et donc, Elon Musk veut offrir, c'est pas tout nouveau, mais il veut offrir un Internet haut débit et bon marché. Donc ça a son importance depuis n'importe où sur Terre, donc même dans les espaces les plus reculés. Il veut faire ça avec son projet SpaceX, qui est soutenu par Google et Fidelity, qui ont investi plus $1 million dans le projet pour soutenir ça. On avait entendu parler également de Facebook qui voulait faire de même. Mark Zuckerberg voulait aussi fournir cet accès, mais les projets étaient un peu trop coûteux. Et donc ici, Elon Musk vient de demander l'autorisation au gouvernement américain de procéder aux essais. Et donc le projet consiste à envoyer 4000 satellites, des petits satellites bon marché, en orbite pour couvrir l'ensemble des régions les plus reculées et offrir Internet comme ça depuis n'importe où. Il me semble que, dites-moi si je dis une bêtise, mais que Marc avait déjà évoqué ces micro-satellites, ces mini-satellites distributeurs d'Internet. Et à ce moment-là, je pense que c'était un projet Google, ou je me trompe Alors, le Google, si je me souviens bien, eux étaient partis sur plutôt des histoires de ballons. Oui, c'est ça. Donc, de drones. De ballons. Il y a toute une série de projets, effectivement, pour diffuser ça. Facebook, c'était les drones, c'est ça. Donc, Facebook qui a d'ailleurs acheté une boîte de drones. David, tu voulais préciser ou corriger un montant qui était... Oui, parce que $1 million, c'est bien, mais $1 milliard pour Google et Fidelity, c'est plutôt la somme qu'ils ont investie dans SpaceX. D'accord. Fidelity. Ça donne un peu plus de moyens, quoi. Soyons précis, c'est Fidelity et pas Fridelity. Non. Merci. Pas $1 milliard. Parce que voilà, son banquier va s'inquiéter aussi. On passe à la lettre F comme Facebook. Tiens, Seb, je te repasse la parole. On va parler de milliards encore, de milliards. Le milliard. Le milliard. Le milliard de téléchargements sur la plateforme Android de Messenger. Ouais. Donc Messenger est une des rares applications, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste Facebook, WhatsApp, Google, Gmail, YouTube, recherche et Maps. Ouais. Et ce sont les seules applications qui ont dépassé le milliard de téléchargements sur le Play Store. Messenger est là le nouveau à avoir la médaille du milliard. Voilà, donc ça c'est juste pour les félicitations. Je suppose que Marc nous écoute pas, Mark Zuckerberg. Non. Mais par contre, moi j'en profite pour relever que bravo les gars. À l'époque, on n'était pas très sûr
sûr de comment ça allait réussir le fait de scinder la conversation de Facebook dans une application tierce. Et je pense que le pari a été quand même très largement réussi de la part de Facebook d'avoir leur application qui propose maintenant de remplacer le SMS, de remplacer les appels vocaux et bien d'autres choses encore. Donc, la vidéo, sinon, s'en vient progressivement sur Messenger, oui, c'est une bêtise. Non, c'est juste ça s'en vient, mais ça dépend encore des pays. Je pense que c'est pas encore disponible partout. Donc, au début, tout le monde n'aurait pas parié sur le succès de l'application. Et il y a d'autres boîtes, des grosses boîtes comme Foursquare, qui ont essayé ce même genre de dédoublement d'application pour avoir une partie des fonctionnalités dans chaque. Et ça s'est planté pour Foursquare en tout cas. Donc, voilà, quand ça réussit, il faut le dire aussi. Quand c'est bien, il faut le dire, il ne faut pas hésiter. Comme par exemple, peut-être, mais ça, on va voir avec David également, puisque vous êtes tombé sur la même info, ça arrive de temps en temps, concernant Messenger toujours, qui propose des jeux aussi, David. Oui, je vois David. Vas-y. Voilà, qui commence? C'est moi qui l'ai fait d'annonce. Donc, Doodle Draw, le premier jeu sur Messenger, est effectivement disponible. Donc, Doodle Draw, pour ceux qui n'ont pas envie de l'installer ou d'y jouer, c'est juste un clone de Draw Something, qui est un jeu qui existe depuis 4 millions d'années et qui a déjà eu son franc succès. Mais voilà, c'est simplement dire qu'il continue à pousser dans Messenger des nouvelles possibilités. Et donc maintenant, on pourra avoir des statuts, entre guillemets, de gens, de Pierre qui jouent avec Paul. Par exemple. Donc, voilà, dans Messenger. Pour expliquer les règles, en gros, vous faites un croquis, vous avez donc la possibilité entre 3 mots qui sont proposés par l'application. Les mots valent sont plus ou moins faciles à trouver. Plus vous choisissez le difficile, plus l'autre trouve, plus il gagne des pièces d'or. Et avec les pièces d'or, il va pouvoir s'amuser dans le jeu, lui encore plus. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais c'est rigolo. C'est rigolo, mais est-ce que c'est invasif? Parce que ça peut, comme le dit très bien Xavier, ça peut devenir très vite invasif et casse-pied, quoi. On connaît comment Facebook nous impose ses idées, quoi. Il ne faudrait pas qu'on ait des notifications à tout va parce que quelqu'un a gagné. Par exemple. Il n'y a pas de notification spécifique, ce sera géré comme un message. D'accord. Est-ce que... je vois Sébastien, tu avais un truc à rajouter là-dessus? Est-ce que tu as traité l'info aussi de ton côté? Oui, non, David a presque tout résumé. Juste que c'est un choix assez intelligent de la part de Facebook. Parce que effectivement, le jeu, ça en fait chier la plupart, comme vous et moi ici autour de la table. Mais ça fait pas chier tout le monde. Il y a plein de gens qui s'amusent avec ça. Et il faut s'imaginer que Facebook a un pourcentage sur les jeux. Donc ils ont une taxe de 30% sur les revenus des jeux. Et donc s'ils arrivent effectivement à ce que leur plateforme Messenger soit une plateforme d'échange d'informations autour des jeux comme c'est fait ici, parce que moi ça me semble assez difficile à intégrer quand même beaucoup de jeux là-dessus. Ici c'est vrai que c'est assez intelligent la manière dont c'est fait, donc bravo, mais je me vois mal faire un FPS sur Messenger. Donc ça a quand même certaines limites. Mais on se rappelle que du temps, excusez-moi de faire mon papy, mais à l'époque glorieuse de l'IRC, il y avait des jeux, on scriptait des jeux, des quiz et des trucs comme ça. Des pendus, des trucs comme ça. Ça fonctionnait plutôt pas mal. C'était des jeux aussi. C'est ça, mais bon, je vais pas aller payer 50 € pour un pendu sur Messenger, faut pas déconner non plus. Donc, mais voilà, ça peut leur ramener des sous et potentiellement une nouvelle source de revenus pour Facebook intéressante. Oui, ils étaient déjà attaqués. La preuve avec les jeux qui nous embêtent le plus actuellement, ça avait été leur tête de gondole, on va dire, pendant toute une époque. C'était le nouveau modèle économique de Facebook. En tout cas, c'était comme ça qu'on l'avait présenté. C'était il y a maintenant facilement 4 ou 5 ans. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est peut-être le renouveau du jeu à l'intérieur de Facebook. Espérons que ça ne fasse pas de dégâts. Je pense qu'on a clôturé la lettre F. On passe à la lettre G. G comme Google. Google. Et tiens, Seb. Oui. Seb, on va parler de YouTube qui...
qui propose maintenant des vidéos. Alors là, on explose les formats avec eux maintenant. Alors, c'est du 7680 x 4320 pixels. Alors, si vous avez un écran qui supporte cette résolution... Ah, mais ça rentre pas chez nous, tiens. Ça dépasse, chef. C'était même pas fait exprès. Non, mais c'est drôle. Donc, si vous avez l'image, on a une superbe image. Ben, vous ne pouvez pas en juger, mais elle est en 8K. Non, en gros, c'est ça. Et donc, elle dépasse, puisque nous, ce qu'on vous propose, c'est du 720. Donc, voilà, donc c'est mort. Et donc, les mecs, ils ont fait ça avec une caméra Red Dragon 6K en portrait. Benoît le saurait peut-être un peu plus que nous. Moi, je suis pas spécialiste de tout vidéo là-dedans. Et puis ils ont réassemblé le tout avec After Effects. Hein, donc ils n'ont pas filmé en 8K. Non. Et donc c'est la première vidéo en 8K sur YouTube. Et donc YouTube supporte le 8K. Malheureusement, nos télés, c'est pas encore pour demain, ni nos PC. Ouais. Donc, en gros, ils ont filmé quoi 4 images en 4K et qu'ils ont assemblé ensuite. Non, c'est pas ça Deux images en 6K. Deux images en 6K en mode portrait et les deux ont été recollées comme ça, l'une à côté de l'autre avec After Effects. Donc voilà. Et attention que les télévisions 8K ont été annoncées, je me souviens si je dis pas de bêtises, par LG au CES cette année-ci. D'accord. Donc c'est demain. Ceci dit, il faut quand même des gros tuyaux pour faire passer l'image. Ah ça va être le gros problème. Ça va être le problème. Ouais, c'est les ISP qui vont être contents. Ah oui, ça va bouffer de la bande passante et ils vont se faire plein de thunes pour le coup, ou pas. Alors, pour ce qui est de la vidéo, vous pouvez aller voir, ça casse rien. Hein. C'est juste c'était juste pour en parler plus qu'autre chose, parce que la vidéo n'a rien d'extraordinaire. C'est 2-3 paysages, une dame, un machin, et rien de. Non, enfin c'était pour la démonstration. C'est comme une démo. C'est l'entrée en gare des Frères Lumière, quoi, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pas des petits chats qui tombent. Non plus. Etc. Enfin, peut-être des petits chats en 8K, ça fait cher le poil, quoi. Je pense que ça, c'est fait. Hein, on en reparle plus tard. On en reparlera plus tard. Et on passe à la lettre H. C'est une lettre qu'on aborde de temps en temps, puisqu'elle précède le mot hardware. Et on reprend, Seb, tu reprends la parole pour parler de la micro SD, qui n'est pas morte, la SD, ni la micro SD d'ailleurs. Non, tout à fait. Et je rassure tous nos auditeurs et tous nos télé-podcasteurs, je ne fais pas tout le podcast. Hein. Les autres arrivent. C'est juste que cette fois-ci, on m'a collé le début de l'alphabet. C'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. Comme quoi, on choisit pas. Voilà, on choisit pas. Et ici, ouais, j'ai vu le truc. Malheureusement, mon téléphone n'a plus de carte micro SD, mais ce n'est pas encore le cas de tous les téléphones. Et j'utilise des cartes micro SD dans plein d'autres choses, car ça ne va pas que dans les téléphones magique, ça va aussi dans les appareils photo et dans les portables. Et ici, cette carte, quand même, c'est 512 gigas. Je ne sais pas si tu imagines 512 gigas sur une carte micro SD, ça a la taille d'une micro SD. Voilà, une micro SD. Donc c'est pas une SD, c'est une micro SD. Donc ce record était annoncé il y a quelques jours au Mobile World Congress. Il y avait SanDisk qui avait annoncé une de 200 gigas, ce qui était déjà gigantesque. Et ici c'est Microdia. Je ne connais pas spécialement cette marque. David peut-être. Ce qui est impressionnant aussi, c'est les débits. Oui, ils font du 100 mégas. Alors ils ont 3 versions, Elite, Pro et Plus, qui font du 100, 90 ou 40 mégasecondes. Donc c'est quand même pas ridicule pour ce genre de petites cartes. Et alors, ils pourraient proposer plus tard une version à 300 mégas. Mais alors, bon, petit problème, le coût. La carte devrait arriver au mois de juillet pour $1000. D'accord. Ok, c'est quand même beaucoup plus cher qu'un SSD, par exemple. Oui, ou que 3 ou 4 cartes inférieures. Donc, Xavier, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on arrive à des stockages gigantesques sur des médias qui sont à une durée de vie assez limitée. Donc, je ne sais pas s'ils ont fait des progrès sur la durée de vie de ces cartes, mais... c'est quoi la durée de vie d'une carte SD traditionnelle? Il y a un cycle d'écriture. C'est les cycles d'écriture. Des cycles d'écriture qui dépendent un petit peu selon la qualité de la carte, mais donc si on commence à stocker des quantités comme ça sur ce genre de carte... Est-ce qu'il y a des outils d'analyse pour savoir quand est-ce qu'elle va mourir, enfin pour des outils prédictifs Alors, à ma connaissance, il n'y en a pas. Je n'ai pas la prétention de dire que je maîtrise le domaine. J'en vois un qui, au
copine du chef. Trier, hop. Donc voilà, ouais, c'est ça. Donc il existe certains, bon, c'est pas des softwares qui ont 100% de fiabilité, mais c'est les mêmes types de softwares qui sont utilisés pour connaître l'état de santé d'un SSD. Et ça, voilà, parce que les technologies entre les cartes mémoire et les SSD sont relativement proches au niveau du fonctionnement. Donc voilà, ça va vous permettre de donner un état. Mais j'ai envie de dire que la durée de vie, c'est le temps de la perdre, quoi, parce que la micro SD, elle fait la taille d'un ongle, hein, donc c'est vraiment minuscule. Voilà, à part la laisser fixe dans un appareil, à $1000 la carte, faut le vouloir quand même. Pour moi, l'utilisation de ces cartes, c'est surtout pour maintenant, si on arrive à des espaces comme ça, c'est pour stocker des films et ce genre de choses, mais à mes yeux, on arrive très vite à avoir une durée convenable de films et qu'on peut stocker après sur un NAS ou autre pour pas devoir avoir des quantités comme ça. Donc, oui, c'est sûr. Il y a certainement des utilités. Parce qu'on utilise plus souvent, par exemple, en vidéo, on va utiliser plutôt de la SD ou d'autres formats de cartes, mais on retrouve le plus souvent des cartes SD, en tout cas dans les appareils grand public. De la micro SD, c'est quand même beaucoup plus rare. C'est plutôt dans des appareils portables, des smartphones. Ça viendrait peut-être si la GoPro, la prochaine GoPro a une taille encore plus petite, ça pourrait avoir un intérêt, par exemple. Oui, peut-être, effectivement. Mais bon, c'est bien de faire attention, effectivement, à la durée de vie de ces bidules-là. C'est important de rappeler que c'est une durée de vie limitée. C'est pas un espace de stockage fiable. Je voyais... Il allait commencer à une phrase. Je le savais. Oui, mais... Tous les moyens de stockage aujourd'hui ont une durée limitée. On en a déjà parlé, il y a eu des reportages là-dessus. Et je me demande si RT n'avait pas fait toute une soirée pour expliquer que l'informatique a un problème, c'est que tout ce qu'on a créé aujourd'hui n'est pas pérenne. C'est-à-dire que on a plus de chances d'écrire dans un livre ou au fond d'une grotte que ce qu'on fait avec l'informatique, car tous les stockages qu'on a créés, que ce soit CD, que ce soit la disquette, tous ces stockages meurent après quelques années, malgré les promesses qu'on nous avait fait à l'époque sur le CD ou sur la mémoire flash, etc. Donc à chaque fois on invente autre chose et la seule possibilité qu'on a, c'est de reprendre les informations qu'on avait pour les passer sur le nouveau type de stockage. Ce qui est intéressant quand même avec une carte de 512 Go, c'est que le format est quand même assez récent. Ok, on est en 2015, la micro SD date de 2005, je pense. Oui, c'est ça. Là, en 2005, ça a été créé par la SD Association et SanDisk. Et donc, en 10 ans, on est passé de quelques mégas, parce que les premières n'arrivaient pas à 1 giga. Je pense avoir vu des souvenirs de 512 mégas, même 256. On a fait fois 1024 en 10 ans. C'est quand même assez gigantesque. Donc, c'est un peu la même chose en audiovisuel. On est parti des cassettes avec des bandes, et là maintenant, on est en train de... Oui, c'est comme tu le disais, de transférer les archives des bandes vers d'autres bandes, et puis des bandes vers des supports numériques. On est tout le temps occupé. Et comme les archives, c'est compliqué, parce que les archives augmentant, presque exponentiellement, on est dans de la copie permanente. Quoi. Alors, les archives augmentant, si tu reprends tout ce que tu existais sur disquette, tu as pu le mettre sur 2 ou 3 CD, et si tu prends tout ce que tu as sur tes CD, tu peux le mettre sur une ou deux cartes SD comme ça. Donc ça a son avantage. Avec des taux de compression différents. Avec des taux. Mais j'y vois quand même moins un intérêt. C'est pour tous ceux qui font de la vidéo. Si tu veux stocker des vidéos, même sur ton smartphone, parce qu'il y en a qui peuvent filmer en 4K. Si tu veux filmer en 4K, aujourd'hui, ton smartphone, t'as filmé 10 secondes et t'es foutu. C'est ça. Donc si tu veux vraiment filmer en très haute définition, Benoît nous dira peut-être ce qu'il en pense, mais... à l'occasion. Et j'ai entendu que la vidéo en 3D arrivait sur les smartphones aussi bientôt. Donc ils vont commencer à mettre 2 capteurs. Donc là, l'espace de stockage... Et quand on connaît le succès de la 3D... Alors, là, tout niveau. Xavier, sauf la méchant. Si tu te souviens, alors c'était LG, je dirais il y a 3 ans, on avait déjà sorti avec de la film qui permettait de filmer en 3D. Ça s'est vendu. Ça s'est vendu. Ici, c'est l'info que j'ai vue à propos de Samsung et Apple, pour pas les citer, qui aurait Apple qui aurait racheté une société de mémoire, je dirais Lynx, mais à vérifier, qui est spécialisée dans les capteurs de photos. Et donc... Oui, mais il y a peut-être une autre explication là-dessus que de faire de la vidéo ou de la photo 3D, parce qu'honnêtement, on ne les voit plus en argument sur aucune télé. Ça va être compliqué, ça se vend plus du tout. Par contre, ce qui a un grand intérêt maintenant sur ces capteurs, probablement, c'est de pouvoir faire un modèle 3D.
pour pouvoir avoir... Après le graver ou l'imprimer. Pour pouvoir t'en faire un avatar, pour pouvoir l'imprimer, etc. Donc ça, c'est probablement un domaine dans lequel il pourrait aller. Ce que j'avais vu aussi, c'est que ça permettrait de faire donc le fait d'avoir deux capteurs permettrait de faire un zoom, par exemple, ou avoir une image plus nette sur le fond, comme sur le sujet principal, et de choisir... J'ai déjà vu des projets comme ça. Oui, c'était le projet, cet appareil de photo un peu particulier. Moi, ce truc en cube, là. Ouais, c'est ça qui permet de zoomer au choix. J'ai oublié le nom. Mais on en avait parlé aussi à l'époque de ce machin-là, qui n'a pas percé énormément. C'était Kickstarter à l'époque. Ils avaient trouvé le budget, mais c'était un petit peu chéro. C'était Litro, voilà. On y est arrivé. Effectivement. Et là, effectivement, la possibilité de faire la mise au point après coup, en fait. C'est un peu ça l'idée. On s'égare, les amis. On reprend le chemin de notre abécédaire. On en était où? On était à... on est toujours à la lettre H, évidemment. Donc, on accélère un petit peu. Xavier, on va te repasser la parole pour parler d'un truc. Alors, ça vaudrait l'occasion de faire un hors-série comme on a l'habitude de le faire. Ici, tu vas nous en toucher 2-3 mots. Ça s'appelle Maki Maki. C'est plutôt ludique. Voilà. Donc, c'est un projet qui a levé en 2012 sur Kickstarter plus de 500 000 $. Ils ont développé une petite carte qu'on peut voir près de moi, que j'ai eu l'occasion de tester puisqu'on me l'a offert au Nestup. Et le principe, c'est une petite carte qui veut remplacer les entrées d'un périphérique comme un clavier ou une souris à partir de n'importe quel objet qui est capable de transmettre un minimum d'électricité. Donc en gros, on va pouvoir transformer une banane, un seau d'eau, de la pâte à modeler ou des dessins au crayon en une manette de jeu ou en un piano. Donc on va pouvoir attacher chacune de ces petites pinces ici à des objets différents et transmettre l'information. Donc quand on touche ça, comme si c'était une touche de clavier. L'installation est extrêmement simple, ça se branche via un câble USB et on branche chacune de ces petites pinces aux différents objets. Alors là, pourquoi est-ce que j'en parle puisque c'est un projet de 2012? C'est que Maki Maki lance un nouveau projet qui s'appelle Maki Maki Go et qui est une clé USB. Donc l'installation va être nettement simplifiée. Bon, le nombre de fonctionnalités est un petit peu réduit, mais l'intérêt maintenant, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement parce qu'on ne va pas devoir avoir un lien vers la Terre. Le projet a déjà levé plus de 140 000 dollars à l'heure actuelle, et ils ont levé l'objectif de 10 000 $ en 69 minutes. Donc ils ont renommé l'ancienne version en Maki Maki classique, et c'est un projet qui est vraiment très ludique pour les enfants. On peut depuis n'importe quel site internet ou n'importe quel programme remplacer son clavier ou sa souris et en faire un jeu. Ça me rappelle qu'on avait évoqué la possibilité dans un délai relativement court, en tout cas dans ce podcast, de reparler du principe même du crowdfunding, de cette manière de financer des projets. Comme quoi des projets, parce que c'est relativement simple, il faut le reconnaître, c'est vraiment très très simple, mais même ce genre de projet-là, parce qu'ils ont un intérêt ludique auprès des enfants, des plus jeunes, en termes de formation ou de mise à l'épreuve aussi, pourquoi pas, ça a aussi sa place et ça peut se commercialiser, se monter, comme on dit. C'est plutôt pas mal. Moi je l'ai testé sur mes enfants et c'est vrai que ils sont morts. Les voir jouer au piano sur mon PC, l'intérêt est un petit peu limité pour moi, mais le fait de leur dire voilà, vous le branchez à une banane, à une pomme, à un petit bout de plasticine, c'est rigolo. Ils ont un contact physique avec l'objet et je trouve ça beaucoup plus ludique. C'est ça qui est rigolo parce qu'en fait, ils sont plus du tout bluffés par un clavier d'ordinateur ou un ordinateur. Par contre, une banane. Une banane qui fait ding-ding. Ce qui fait ding-ding, ça par contre, ça marche, quoi. C'est ça qui est rigolo. Ça s'appelle comment? Maki Maki. Maki Maki. Donc, et le projet en cours, c'est Maki Maki Go. D'accord, écoute, on aura certainement l'occasion d'en reparler plus tard et de faire un hors-série en le testant ici sur un coin de table, mais il faudra que je passe d'abord aux fruits et légumes, parce que ça on l'avait pas prévu au départ. On passe à la lettre M, M comme David, non, qu'est-ce que je suis bête, M comme Microsoft, David, Microsoft qui vient de présenter une nouvelle Xbox One. Oui, et donc voilà, les gamers l'attendaient un petit peu de pied ferme, enfin en tout cas ceux qui étaient encore en attente d'achat, et donc ils n'ont pas attendu le 3 qui est le salon jeux vidéo qui a lieu en deuxième partie d'année pour annoncer leur nouvelle Xbox. Maintenant il y avait pas mal de bruit qui circulait sur internet comme quoi ça pourrait être une Xbox One Slim.
Et pas du tout, au final ce sera une Xbox One classique sur lequel ils ont simplement changé le capot supérieur qui était brillant et qui est devenu mat, et au lieu d'avoir 500 Go de stockage, ils auront 1 Tera de stockage pour les mêmes prix. Il y a une nouvelle manette pour la Xbox qui sera dans le bundle aussi, donc qui sera vendue avec la nouvelle Xbox et qui sera vendue séparément aussi. Maintenant voilà, rien de révolutionnaire, les tarifs restent les mêmes. Simplement, on a droit à 1 Tera au lieu de 500 gigas et la 500 gigas, elle passe à $349. Donc voilà, elle est un poil moins chère, elle est $50 moins chère. Maintenant, a priori, connaissant un petit peu les stratégies de Microsoft, l'objectif, ça va être de vendre la plus chère des deux. Et en parlant de tarifs, Microsoft s'est fait plaisir puisqu'ils viennent d'annoncer un autre produit aussi qui sera disponible en Europe à partir du 1er juillet, donc c'est demain quoi. Un produit qui va coûter en entrée de gamme 6 557 €. C'est pour monsieur et madame tout le monde. C'est pour les ados. Oui, c'est pour tout le monde. C'est pour les enfants, quoi. C'est le cadeau de Noël. Enfin, voilà. Donc, ça s'appelle Surface Hub. Donc, c'est une maxi tablette géante. Non, en gros, c'est une télévision. C'est un écran de 55 pouces ou de 84 pouces. Dans le cas du 84 pouces, il va falloir débourser la modique somme de 18 707 €. Donc, léger. Donc, c'est bien sûr des tables de présentation qui sont prévues pour les entreprises qui sont multitouch, qui sont capables de gérer jusqu'à 100 points de contact en même temps, qui peuvent gérer jusqu'à 3 stylets en même temps, qui sont équipés de 4 micros. Donc c'est pour ceux qui regardent un peu NCIS. Et qui regarde le Miami Vice, le nouveau. Vous avez une table comme ça dans les deux séries, mais voilà, ça sort de la télévision et ça va être disponible dans les entreprises. C'est bien sûr avec un énorme PC derrière sur les dernières générations de processeurs Core i5 ou Core i7 en fonction du modèle. C'est bardé de technologie puisque vous avez du Wi-Fi, du Bluetooth, de la NFC, tout ce que vous pouvez imaginer. Bien sûr, il y a moyen de faire des vidéoconférences directement au départ de la table. Mais voilà, pour certains magasins de luxe qui avaient déjà été intéressés par le premier projet, puisque c'est pas le premier projet de Microsoft, ben on pourrait imaginer des développements intéressants et rigolos. Moi, je me rappelle qu'il n'y a pas tellement longtemps, comme ils ont l'habitude de le faire régulièrement, Microsoft avait publié sur Internet un film reprenant un petit peu l'évolution de leurs produits dans le futur, mais c'était vraiment presque de la science-fiction. Ils expliquaient des choses de manière c'était très joli. Et cet outil-là existait alors sous une forme un petit peu particulière, transparente, on peut voir à travers, etc. etc. Et là, on rentre dans certains films où effectivement on voit ce genre d'écran tactile un petit peu particulier. Voilà. C'est pas nouveau, hein, parce qu'ils avaient une table, on se rappelle, qui s'appelait Surface. La Surface. Elle s'appelait la Surface. Ils l'ont collée au mur, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est un peu ça l'idée, mais ils l'ont même prévu avec un système qui fonctionne sur table aussi. Voilà. Maintenant, quand on regarde le prix d'un écran, ce qu'on appelle les écrans de projection intelligents, et les écrans de présentation intelligents qui sont disponibles dans pas mal de boîtes, on n'est pas loin, quoi. C'est un écran dynamique de présentation, c'est facilement 4 000 €. Bah, ici c'est 6 557, mais on va un peu plus loin, quoi. C'est vraiment un vrai PC complet, et a priori c'est aussi une démonstration des possibilités du Windows 10. Seb, tu voulais rajouter un truc ? Oui, je voulais juste rajouter une info, enfin deux mini-infos. La première, ici sur la projection, il y a quelque chose qui existait chez Epson avec plusieurs stylets et qui était en projection et qui coûtait nettement moins cher. Donc parce que je trouve le produit Microsoft assez génial, je tique un peu sur le prix quand même. C'est un peu cher, hein, c'est le prix de la table, hein, si je me rappelle bien, de ce qu'on appelait la Surface déjà précédemment. C'est une petite voiture, quoi. Donc on est quand même dans des prix assez importants, même pour de l'entreprise, je trouve ça cher. Et par contre, oui, sur la console, on a oublié d'en parler, mais je me permets juste de vous annoncer que la Shield, donc la console Nvidia qui avait été annoncée au CES, est disponible maintenant à la vente. Donc c'est une console sur base d'Android, on en reparlera un peu plus tard, vous comprendrez pourquoi. Mais il y a une version 16 et 500 Go et elle est disponible aux États-Unis uniquement, mais si vous allez sur Amazon, il y a moyen de le faire livrer en Europe. D'accord. Nvidia, on en reparlera. Shield.
Shield, on en reparlera. Et comme tu parles de Nvidia avec un N, on attaque la lettre N. N comme Nest, mais aussi N comme Netatmo. Deux produits, David, que tu as dénichés. Oui, donc on va parler de deux produits qui sont vraiment très très proches. Ouais. Donc Nest d'abord, qui n'a pas encore annoncé, qui va annoncer la semaine prochaine sa caméra de surveillance. Oui. Tout affûté sur Internet, donc il n'y aura pas vraiment de secret. Il faut savoir que Nest a racheté une société qui s'appelle Dropcam, qui était une boîte qui était spécialisée en caméras de surveillance dites intelligentes. Oui. Et donc, Nest s'est pas vraiment foulé puisque c'est exactement la même caméra de surveillance qui avait été présentée par Dropcam qui va être rebadgée en Nest. Donc, c'est une caméra qui est Full HD. C'est déjà la 3e ou 4e génération de Dropcam. Dropcam a une vie... donc, c'est parce que si vous la reconnaissez pas, c'est normal. C'est parce que c'est une des plus récentes, en fait. C'est la toute dernière. Ouais. Voilà. C'est la toute dernière qui avait été annoncée avant le rachat par Nest. Donc c'est des caméras de bonne qualité, c'est des caméras qui sont Full HD, qui ont la possibilité de filmer pendant la nuit aussi. Il y avait une application qui était pas mal faite par Dropcam, et c'est plutôt que là que Nest pourrait encore étonner le public. C'est que si tout est intégré dans leur écosystème de domotique, on sait qu'ils sont déjà actifs sur d'autres appareils, on pourrait avoir un truc qui est intéressant. La caméra, Dropcam le proposait déjà, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les caméras de surveillance, c'est qu'il y a une carte mémoire aussi qui enregistre en physique sur ce qui se passe. Donc ça peut être intéressant aussi si vous avez un problème de connexion ou de coupure d'électricité ou des choses comme ça. Voilà, ça peut. On va attaquer l'autre caméra qui est signée pour le coup Netatmo. Juste une parenthèse pour dire que dans 2 semaines, on vous proposera un hors-série sur les caméras IP. Puisque on débute une série de numéros hors série consacrés à la domotique. On a décidé de commencer par les caméras IP puisque c'était une demande d'une de nos auditrices il y a quelques semaines, et donc on attaquera ça pas cette semaine-ci mais la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ça s'en vient dans les 10 jours, on va dire. Mais je te laisse continuer sur Netatmo. Mais voilà, mais juste préciser, donc pour Nest, on n'a pas de date de mise en vente, on n'a pas de tarif non plus. Netatmo, c'est une caméra qui s'appelle Welcome, qui a priori est prévue pour être installée à l'entrée de sa maison. Sur les petits buffets qui traînent à l'entrée où on dépose ses clés. Donc l'objectif ici, c'est pas d'en faire. C'est une caméra qui peut servir de caméra de surveillance, mais par contre, elle intègre une application qui va vous permettre de vous prévenir de qui rentre à la maison. Oui. Et donc les enfants quand ils rentrent, ils sont reconnus. Ouais. Donc il y a un software qui fait de la reconnaissance faciale et qui va vous envoyer une notification sur votre smartphone, sur une app Android ou iOS, et qui va vous dire le fiston est rentré, et ceci et cela. Donc voilà, je trouvais la manière d'aborder le sujet un petit peu différent et intéressant. Ouais. Ici, le produit est commercialisé, c'est 199 € pour la caméra. Donc, c'est pas horriblement cher. Maintenant, c'est pas dans les bons marchés si c'est juste une caméra de surveillance dont vous avez besoin. Il faut savoir que ça fonctionne sans abonnement, que l'application est gratuite et que cette caméra Welcome peut travailler avec des tags Welcome. Ouais. Et les tags Welcome, c'est des petits tags que vous allez pouvoir positionner sur vos portes, sur un portail, sur une fenêtre. Un peu comme la modeur qu'on avait testé en hors-série avec Sébastien. Vous avertir de l'ouverture, mais encore mieux aussi d'un tremblement. Donc s'il y a une tentative d'effraction et que votre châssis bouge, le tag va vous notifier à ce moment-là. C'est des tags qui sont prévus autant pour l'intérieur que pour l'extérieur, et ils doivent être dans un rayon théorique de 100 mètres autour de la caméra pour pouvoir continuer à fonctionner. C'est très, Sébastien, c'est très semblable à ce que propose Modeur. Oui, c'est très semblable, sauf qu'ici ils vont plus loin j'avais vu avec la reconnaissance des gens, parce que j'avais vu les vidéos qu'ils ont postées cette semaine pour la promo de leur caméra, et tu vois effectivement une mère qui rentre à sa maison parce que tu as 2 gamins qui sont rentrés, dont un gamin qui n'est pas le sien, qui fout le bordel. Oui. Donc ils vont plus loin que Modeur, parce qu'ici ils te permettent de reconnaître n'importe qui sans lui filer un tag dans le bras.
Donc le truc est pas mal. Mais malheureusement, je dirais, ça aurait été en dessous des 100 boules, je dirais, on en fait un test d'office. Oui. Là, c'est 199, j'ai dit, je vais encore hésiter. Quand même encore, parce que j'ai déjà modeur, j'ai déjà tout. On lance un appel. Netatmo, si tu nous entends, n'hésite pas un seul instant. Nous sommes là, on va le tester, il n'y a pas de souci. On a plein de gens à faire reconnaître et ce sera avec grand plaisir. Le prochain hors-série dont je parlais sera consacré plutôt aux caméras de type D-Link. Il y a toute une gamme là aussi avec des caméras plus ou moins intelligentes, on verra, et on rentrera dans plus de détails pour ceux qui s'intéressent aux caméras de surveillance. On va accélérer un petit peu parce que le temps passe et qu'on ne voudrait pas trop vous accaparer. On a des infos encore à vous donner, comme par exemple à la lettre O, David. O comme Ouya. Alors il va falloir que tu nous rappelles vite fait quelles sont ces deux sociétés, Ouya d'un côté, rachetées par Razer de l'autre. Oui, alors Ouya, c'était un projet Kickstarter qui avait connu une campagne de financement hyper intéressante, c'était un des premiers à vouloir mettre sur le marché une petite console Android. C'est ça. Et donc, ça avait très très bien marché pour eux à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, ils sont plutôt pas bien du tout, et donc ils cherchent à se faire racheter, puisque la société va vraiment pas bien. Et donc Razer, qui est un constructeur très connu au niveau des accessoires pour gamers, s'est montré intéressé. Manifestement, les discussions sont en cours pour le moment. Juste voilà, dire que Ouya a déjà essayé de sauver un petit peu les meubles. C'est leur boutique d'applications, enfin de jeux, a déjà trouvé une nouvelle vie dans le Wikipad, qui est une tablette de jeu qui avait été faite par Mad Cat, et dans les télévisions Xiaomi. D'accord. Xiaomi, nous on en avait parlé beaucoup au niveau des smartphones, mais ils ont aussi une gamme de télévision en Asie, et donc c'est la plateforme de Ouya qui sert sur ces télévisions-là. Donc on espère que ce sera pas la mort de cette marque et de ce petit produit, puisque là c'était une petite console rigolote pour les enfants, c'était vraiment très très sympa, quoi. Ok, on passe à la lettre S. S comme sécurité, Seb, et c'est là que pour la première fois dans ce podcast, oui, il faut le dire, on va parler du cul. Du cul. Si, c'est vrai. Je savais qu'on allait y venir. Oui, ça. Voilà. Mais écoute, on a un nouveau venu, il faut qu'on lui montre un petit peu de quel bois on chauffe. Et on va parler du cul israélien. Voilà. Donc, pour être très clair, il s'agit de Kaspersky, l'éditeur bien connu de soft sécurité, d'antivirus, qui était victime donc du cul qui est DUQU 2.0. C'est quoi DUQU 2.0? Alors, DUQU 2.0, c'est un virus particulièrement vicieux. Oui. Si on peut dire. Qui passe par derrière. Qui ne laisse aucune trace. D'accord, tiens. Il le crée, c'est un virus propre qui ne crée aucun fichier sur le disque, ne remodifie rien dans la base de registre, etc. Le seul truc qu'il fait, c'est qu'il est en mémoire. D'accord. Et il y a une centaine de fonctionnalités, de plugins, de machin. Donc il est vraiment vicieux dans le sens où il va non seulement surveiller tout ce que vous avez écrit, il va chercher des informations sur votre système. Donc il est vraiment il n'est pas là dans le but de faire un botnet, il est là pour récupérer plein d'informations sur vous et infecter les machines qui sont autour de vous. Alors, vous n'êtes pas visé, parce que le DUQU s'en fout DUQU 2.0, on va venir pourquoi 2.0, DUQU s'en fout de vous. DUQU a visé particulièrement quelques entreprises, à savoir Kaspersky, donc le spécialiste dont on parle, mais aussi un hôtel, 3 hôtels même de luxe en Suisse qui ont été les hôtels pour la négociation du P5+1, le nucléaire iranien, machin, tout le bazar. Nous, on n'y connaît que dalle, mais apparemment, c'est important. Et voilà. Et Kaspersky n'a pas pointé du doigt un pays, parce qu'ils disent que c'est un virus qui a dû coûter plusieurs millions de dollars à mettre en place. Mais DUQU 1.0 était une œuvre israélienne. DUQU 2.0 dit, écoute, vu ce qu'ils ont cherché, vu les cibles, il est probable que DUQU 2.0 soit simplement la suite du premier virus des services secrets israéliens, du premier connu. Parce que c'est rigolo 2 secondes, mais DUQU, c'est l'acronyme de quoi, on le sait
Alors, excellente question. Je t'avoue que je n'ai pas. Ça doit se trouver, non ? Ça doit se trouver certainement. Donc, on n'a pas à chercher, mais parce que je trouve ça quand même. Voilà, c'est particulier. DQ-Data est un. Alors, c'est un truc qui venait de Stuxnet, hein, donc c'était un virus DQ. Son nom provient du préfixe -DQ qu'il donne au fichier qu'il crée. Donc, apparemment, il créait le premier du nom. Créer des fichiers. Pourquoi Kaspersky a dit que c'était le DQ 2.0 ? Parce que ils disent dans le code qu'ils ont analysé, il ressemble très fort au premier. D'accord. Ok. Donc, on me dit c'est le 2. Ok. Bon, j'espère que nous ne serons pas affectés du cul. 2.0. Du cul. Si je puis me permettre. Je suis désolé. Ce podcast est vraiment en train d'aller. Je ne sais pas où ça va, mais n'hésitez pas à nous écrire. Voilà. On passe à la suite et on accélère. On va terminer d'ailleurs ce numéro bien vite. Seb, avec un patch pour Skype, on avait évoqué cette faille quand on envoyait un message via Skype à un ami ou pas un ami. En l'occurrence, enfin, si c'était un ami, ça n'allait plus. http://. Ça foutait un petit peu le bousin dans le Skype de notre ex-ami. Il y a un patch ? Eh ben voilà, il y a un patch, il faut updater. Voilà, merci. Non mais il faut le dire. Oui, bien sûr. Soyons complets. C'est juste pour ça. Acceptez donc la mise à jour de... Faites-le, oui, c'est important. Ouais, effectivement. Ouais. David, 20 millions d'abonnés payants pour Spotify, parce qu'on est à la lettre S, donc on peut aussi parler de Spotify. Oui, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la société qui a attendu la fin du keynote Apple et de la présentation de musique pour communiquer sur ces chiffres. Les chiffres sont très très encourageants, puisqu'il faut savoir qu'en un an, sur les 12 derniers mois, elle a gagné 10 millions de nouveaux abonnés payants, qu'aujourd'hui Spotify compte 75 millions d'utilisateurs, dont un petit tiers a choisi de payer pour avoir droit à la musique. 75 millions de personnes, c'est quand même pas rien au niveau de l'utilisation, donc c'est plutôt un beau lancement. Ouais. Et donc ça leur a permis, et bon, c'est toujours en cours, mais ils viennent de lever encore 526 millions de dollars pour continuer à se développer, et donc ça fait une valorisation boursière pour Spotify aux alentours des 8 milliards. Donc voilà, on en avait parlé en disant que Apple avait les moyens d'imposer son service musique. Ouais. Attention que Spotify est pas non plus un tout petit outsider. Ils sont installés, ils ont déjà 20 millions de personnes. C'est un service qui a plutôt une bonne note, une bonne cote au niveau des utilisateurs. Donc voilà, c'est pas gagné. Il peut y avoir un beau combat. On aurait pu penser, suite effectivement à la keynote lundi, c'est l'information qui est tombée comme ça. C'est très spécial, donc ça n'a pas fait peur. Apple Music n'a pas encore, en tout cas, fait peur aux financiers, etc. Alors, si vous vous posez encore la question de savoir si on est dans une bulle quand on parle de autant de milliards autour d'une application de musique en streaming, je pense que la réponse est toute trouvée. On va terminer ce numéro 38, mais on termine avec la lettre X. X, décidément, X comme porn. Et là, je passe la parole à Seb. Et voilà, c'est l'autre. Avec les cheveux, c'est lui. C'est Seb. Seb, tu vas nous parler de quoi Alors, je vais vous parler d'un truc pirate. Pour une fois, n'est pas coutume. J'utilise pas, je ne cautionne pas. On ne cautionne pas, on devrait mettre un gros bandeau, et on a mis le gros bandeau. Enfin oui, si on ceux qui nous regardent. Ça, c'est la signalétique. Voilà. Alors pour ceux qui utilisent Popcorn Time, alors personnellement je l'ai jamais essayé, mais ça avait l'air sympathique et il y a quand même pas mal d'adeptes. Il y a son équivalent maintenant pour tout ce qui est porno et ils l'ont appelé avec plein d'imagination, Porn Time. Donc les gars ont juste fait un fork de Popcorn Time et espère devenir la source de référence du porno sur Internet. Parce que Internet, de toute façon, gratuitement, piraté, quoi. Piraté, effectivement. Ouais. Donc ça laisse un peu la porte ouverte à n'importe quoi. C'est un marché qui a beaucoup souffert du web. Quoi donc? Le porno. Ça, j'en suis pas convaincu, tu vois. Par contre, éloignez peut-être les enfants de ce type d'application, ou les plus jeunes, parce que c'est peut-être pas vraiment conseillé, quoi, il faut le dire. Nous inviterons une fois Marc Dorcel pour discuter effectivement de est-ce qu'il a souffert d'Internet. Il est le bienvenu, et s'il est utilisateur Apple en plus,
Vraiment bienvenue doublement, je serais tenté de dire. Je ne sais pas si j'entendais quelqu'un, non. Mais David avait des trucs à dire sur Time, je suis sûr. Absolument pas. Non, je voulais juste dire que j'avais essayé Popcorn Time. Oui. Donc l'original. Moi aussi. Il y a de ça plusieurs mois, on avait hésité à en parler sur les technos, parce qu'effectivement, ça reste complètement illégal. Et c'est d'une simplicité vraiment déconcertante. Et effectivement, Seb l'a dit, Porn Time, c'est un fork, donc c'est exactement la même application, sauf qu'ils ont changé 3 logos et qu'ils vont pas chercher les films exactement au même endroit, puisque c'est un autre type de film. À l'utilisation, c'est quand même juste monstrueux. C'est meilleur que tout ce qu'on a, en tout cas pour la Belgique, tout ce qu'on a en offre légale. La seule chose que j'ai vu qui s'approchait, c'est l'offre de Canal+, que j'ai découvert cette semaine-ci en service online et qui est aussi vraiment très très efficace. Soyons clairs, on parle là uniquement de l'aspect technique de la chose. Hein. C'est la possibilité d'accéder à des données et d'avoir un film fluide sous les yeux, etc. On ne cautionne pas le côté piratage et gratuité de ces films. Tu voulais rajouter un truc, Seb ? Une question, j'ai loupé une info. Le service de Canal+ n'était pas disponible en Belgique ? Il est disponible maintenant. Ah, merci David. Voilà, donc une information de plus. Après la lettre X, il y a la lettre plus. C'est comme ça sur certains claviers, c'est comme ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question sur toutes ces informations de cette semaine. C'était une semaine un petit peu particulière. C'est toujours particulier les semaines où il y a Keynote Apple parce que ça bouffe un petit peu tout l'espace médiatique et toute l'information. Il n'y a personne qui va communiquer une grosse annonce en général une semaine comme celle-là parce que tout est un petit peu noyé dans la masse. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Elles sont toujours les bienvenues, bien entendu. On n'hésite pas à vous répondre par le biais de ce podcast en début de numéro sur les épisodes hebdomadaires, bien entendu. Merci Xavier. Ciao. À très bientôt. La semaine prochaine, tu ne seras pas des nôtres, comme David d'ailleurs, qui sera off la semaine prochaine. Par contre, normalement, on devrait retrouver... On en reparle. On va en reparler. La semaine prochaine. Par exemple. Passez une très très bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.